Pour y vivre au quotidien toutes sortes d'aventures, la capitale française offre un décor fabuleux. Ce Paris idéalisé sert de toile de fond à l'œuvre de l'un des plus malicieux dessinateurs humoristiques français, Jean-Jacques Sempé. Il y consacre un ouvrage entier, Un peu de Paris. Amoureux de l'élégance architecturale et du détail, il croque avec tendresse la vie de ses contemporains. Son Paris est d'abord celui des Parisiens. Ce provincial saisit tout le paradoxe de la grande ville. Sous son apparente tranquillité, elle fourmille, gronde. Usant des disproportions, Sempé représente toute la démesure de la vaste cité. Paris l'amuse. De minuscule en majuscule, il nous transporte dans une introspection souriante et nous parle de nous, en somme. C'est le Paris des années 50 que Sempé découvre en arrivant de Bordeaux, sa ville natale. Il tombe amoureux de la rive gauche parisienne, mais ne peut s'y installer qu'après le succès rencontré grâce à son personnage du petit Nicolas, créé avec René Goscinny. Il lui suffit de quelques tours de roue de vélo pour s'éloigner du tumulte de la ville et se réfugier dans le jardin du Luxembourg. L'artiste affectionne particulièrement ce classicisme hérité de Marie de Médicis qu'il a dessiné au début du XVIIe siècle. Propriété du Sénat depuis 1800, il offre aux Parisiens une quiétude inspirante. D'abord, c'est un très joli jardin avec des arbres magnifiques. Il y a toutes sortes de statues. C'est un lieu qui est intéressant pour faire des images parce qu'il y a ces arbres, il y a des lumières qui changent, il y a des ombres. C'est aussi un lieu romantique. On le retrouve dans la littérature. Par exemple, Lucien de Rubempré, le personnage principal de Balzac dans Illusion perdue, vient lire ici au Luxembourg. Hemingway traverse aussi dans Paris est une fête. Et on peut imaginer des dessins de Sempé où quelqu'un s'adresserait à Baudelaire. Un petit bonhomme, comme il fait parfois, et des lunettes et un par-dessus, s'expliquer avec Baudelaire. Jean-Jacques Sempé a pu s'adresser ainsi à Baudelaire pour lui emprunter un vers des Fleurs du Mal comme titre de l'un de ses ouvrages, Luxe, calme et volupté. Aménagé à l'anglaise d'une part, à la française d'autre part, le Lucot, pour les intimes, abrite en son sein un bassin où tout naît, qu'ordre et beauté. Ces images d'Épinal sont un terrain de jeu tout trouvé pour Sempé. Il y arrête le temps et promène sa loupe à la recherche du petit grain de sable, prêt à briser l'harmonie ambiante. Oui, je sais. Cela fait 6 fois que tu me le répètes. Un cargo a coulé avec sa cargaison de laine. Que veux-tu que ça me fasse? C'est plutôt un endroit paisible où il y a une belle lumière, où tout le monde est sensible au charme d'un bassin avec des bateaux et des enfants qui jouent autour. 1, 2, 3. Mais on peut imaginer qu'entre les enfants, il peut y avoir des rapports de force. Il y a par exemple un type avec un bateau à voile comme ceux qu'on voit derrière, et puis il y a un type qui est une sorte de yacht à moteur télécommandé qui écrase l'autre. Depuis que Napoléon Ier en a fait un parc dédié aux enfants, des activités de plus en plus insolites surgissent, pour le plus grand plaisir du dessinateur. Parfois, j'ai l'impression que le Luxembourg, c'est devenu une piste à joggeurs. C'est presque un terrain de sport, en fait. Et c'est une sorte de manif de joggeurs qui est en boucle autour du Luxembourg. Et il y a aussi un conflit entre les joggeurs et les promeneurs de chiens, parce que moi, j'ai vu des joggeurs être furieux et s'en mêler les pieds dans des laisses de chiens. Donc c'est un lieu conflictuel qui correspond à l'esprit français, quoi.
Le jardin du Luxembourg permet à Sampé d'explorer ces insondables mystères de la vie urbaine parisienne. À la sortie côté nord, la petite rue Férou nous plonge dans les mots du poète Arthur Rimbaud et de son bateau ivre, déclamé 150 ans plus tôt dans un café adjacent. Sampé aime résider dans ce 6e arrondissement, berceau de la culture et des belles lettres. La place Saint-Sulpice, avec son décor digne d'un théâtre à l'italienne à ciel ouvert, devient pour Sampé son centre de gravité de ce Paris encore protégé. Quand on vit ici, on a encore ce moment de grâce, je pense qu'il y a quelques années. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans Paris, je crois, où il y a comme ça, sur je ne sais pas combien de mètres, des magasins qui n'ont pas changé. Et comme ici, ce sont les impôts, ça ne change pas. Comme ici, vous avez la mairie. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui peut changer. C'est pour ça que Sampé, il l'aimait, parce que c'est vraiment, il fait des dessins complètement intemporels. Et là, on est dans le quartier qui représente vraiment ce qu'il est. C'est sur cette place, précisément, que Sampé installe son nid. Mais ce qui capte son attention, ce sont toujours et d'abord les Parisiens. Voir la vie de là où il était, ça l'inspirait pour ses dessins. Cette place comme ça, avec ces gens, quand on regarde les dessins de Paris, je trouve qu'il y a toujours un peu la place Saint-Sulpice. Cet emplacement est aussi stratégique puisqu'il donne sur les petites rues des Canettes et Princesse. Depuis l'après-guerre, elles sont connues pour leurs soirées animées dans les caveaux à jazz. En parfait germano-pratin, les pas de Sampé le guident inévitablement jusqu'au carrefour Saint-Germain pour chercher l'inspiration. Il fréquente ces cafés célèbres comme l'Yp, le Flore et les Deux Magots, où les noms de Verlaine, Picasso, Sartre et Beauvoir sont gravés dans les mémoires. C'est la vie, c'est vraiment la vie Paris. C'est Paris, quand on regarde ce que les dessinateurs ont fait avant, ou même les peintres. C'est des cafés, ça a toujours été ces endroits où il y a une effervescence qui se passe par les gens qui sont là. Il a donc aussi capté comme ça des moments dans des bars, des petits mots, des petites choses, des petites pensées, des petits... Voilà. Sampé est fasciné par ces acteurs du monde artistique, comme Sagan, qui ne se déplace jamais sans sa bande. Jean-Pierre Marielle, le dessinateur Topor, Jacques Tati. Tous ces grands esprits stimulent sa fibre littéraire, lui donnent confiance en les mots qu'il ajoute comme des légendes à ses dessins. Il invente ainsi son propre style humoristique. Quand il a commencé, c'était beaucoup plus une époque du cartoon pour simplement rire, faire rire. L'évolution par la suite, c'était vraiment quelque chose qui a beaucoup changé. Ce sont des dessins maintenant où il nous fait penser. Chers parents, je suis dans ce café, peut-être à la table même où Simone de Beauvoir a écrit son brûlot Le Deuxième Sexe. J'en profite pour vous dire que je ne rentrerai pas jeudi au train de 18h20, mais vendredi à 22h20. Ma décision est irrévocable. Au-delà de ses fréquentations, le cadre même du carrefour Saint-Germain influence Sampé. Fasciné par l'architecture des immeubles haussmanniens qu'il contemple depuis les terrasses, il se les approprie dans une grande partie de son œuvre. Pour lui, le baron Haussmann a vraiment dessiné Paris, avec des immeubles et des modernes, mais à l'époque, mais surtout très élégants. Quand on regarde ce que je vois là, un immeuble juste là, on voit tout de suite un petit personnage en haut qu'il a dessiné, qui est juste comme ça, en train de regarder Paris d'un air. On n'est pas loin des gens, que ça fourmille un peu, mais en même temps, on est aussi un petit peu à l'écart. On retrouve bien Paris parce que c'est la dimension de Paris. On est tous des petits personnages et il l'a ressenti, il l'a, je trouve, très bien montré.
Des petits personnages avec des idées de grandeur. Cette disproportion, il la trouve plus encore dans un autre Paris, en train d'éclore. Dans cette France des Trente Glorieuses, le gouvernement de Charles de Gaulle veut élever la cité au rang de Manhattan. Il décide la construction d'un quartier d'affaires situé en toute simplicité en plein milieu de l'axe royal qui prolonge les Champs-Élysées du Louvre à Saint-Germain-en-Laye. Chargé par un hebdomadaire de l'époque d'illustrer sa rubrique « Vie moderne », Sampé part à la découverte de ce quartier, symbole d'une course vers les hauteurs, propice à accentuer le décalage d'échelle entre personnages et décors. L'urbanisme à la Défense, au début, était conçu à la française. C'est-à-dire que l'idée, c'était que tout devait être géométrique, rationnel, organisé. L'axe historique, ce grand axe vide, qu'il fallait préserver, bien sûr, la voie royale. Et autour, des tours qui devaient toutes avoir le même format. 42 mètres sur 24 mètres à la base, 100 mètres de haut. Donc, le démarrage, ça a été ça. Heureusement, on y a échappé et assez rapidement, les architectes et les promoteurs ont réussi à s'émanciper de cette volonté très rationnelle. Pendant longtemps, cette dalle, il y a eu le dogme du vide. Et la dalle ne servait que, en gros, et c'est vraiment ce qu'on voit dans les dessins de Sampé, mais c'est très vrai, le matin et le soir, quand on arrive en métro, ou en RER, ou en je ne sais quoi, pour aller au travail, vous avez effectivement ces colonnes de personnes qui sortent ensemble et qui se rejoignent chacune leur tour. On se sent minuscule et je pense que vraiment c'est ça qu'il a pu croquer parce que cette démesure, cet effet d'échelle où l'homme quelque part se demande où il est et où il peut trouver sa place au milieu de toute cette architecture qui grimpe vers le ciel, encore aujourd'hui on le ressent très fortement quand on vient à la Défense. D'un bout à l'autre de la dalle naît aujourd'hui un désir de retrouver une dimension humaine. Sampé, avec son œil aiguisé, a su la dénicher dans un lieu méconnu qui existe depuis le XIXe siècle. Un havre à l'écart des grandes transhumances, qui n'a pas laissé insensible le dessinateur. Dans ce cimetière, cerné par les tours symboles d'une modernité de plus en plus écrasante, Sampé questionne notre existence avec son regard espiègle. De facétie en facétie, il nous rappelle qu'à la fin, nos vies s'effacent ainsi, que l'on soit un peu de Paris ou d'ailleurs.